L'œil de l'expert ce matin, Catherine Doriac, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes activiste pour le climat, vous êtes surtout une très grande spécialiste de la mode, vous êtes rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue papier Homemade, c'est ça, oui. Dédié aux vêtements comme un fait social. Et puis vous avez publié de nombreux ouvrages sur les textiles. Vous êtes également présidente et coordinatrice nationale pour la France de l'ONG Fashion Révolution, qui milite pour un changement positif mais radical dans l'industrie de la mode, et vous publiez chez Tana Édition Fashion, c'est dans la collection Fake or Not Fake. Ce bilan, cet éclairage que vous faites sur le monde de la mode aujourd'hui, avec des chiffres vertigineux. 150 milliards de vêtements ont été produits l'année dernière. 9 kilos de vêtements sont jetés par an et par personne. Il y a eu une vraie transformation de l'univers de la mode, que vous connaissez très très bien. C'est un petit livre extrêmement à la fois ludique, amusant, mais très inquiétant. Oui. Parce que la mode aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est à la fois de la maltraitance humaine et à la fois de la maltraitance du climat. Et des consommateurs. Alors je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'aujourd'hui, en plus du lancement de ce livre, c'est aussi le lancement de la Fashion Revolution Week, qui aura lieu toute la semaine, partout dans le monde, parce que l'ONG représente 96 pays. Donc voilà, merci, je suis là pour ouvrir la Fashion Revolution Week. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette Fashion Revolution et pourquoi il faut une révolution dans l'univers de la mode. Alors Fashion Revolution, c'est une ONG anglaise qui a été lancée par Ursula de Castro Carissomars le 24 avril 2013, le jour de l'effondrement du Rana Plaza. Oui, le Rana Plaza, ce n'est pas un grand hôtel. Non. C'est un endroit épouvantable au Bangladesh. Ouais, 1138 morts, 2500 blessés. C'est la plus grosse catastrophe industrielle depuis le 19e siècle, le début de la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient en train de travailler, de fabriquer des vêtements. Il y a eu 1000 morts, il y a eu plus de 1000 morts. 1138 morts, 2500 blessés. On peut imaginer qu'il y avait au moins 4000 personnes dans le bâtiment, oui. Et des gens qui travaillent à la chaîne, dans des conditions épouvantables, sans protection, dans des bâtiments qui peuvent s'écrouler d'une minute à l'autre, pour des salaires de misère. Oui, ça c'est un des aspects de notre chaîne vestimentaire. Alors justement, vous expliquez, le livre est très, encore une fois, très comme tous les livres de cette collection, extrêmement bien documenté sur ce que c'est que la fabrication, l'origine des tissus, et puis ce basculement qu'il y a eu avec l'arrivée du pétrole et de nouvelles matières qui ont complètement bouleversé. Plus de 65% de nos fringues sont fabriquées en fibres synthétiques. En polyester. Et ça implique quoi ? Ça implique des barils de pétrole, ça implique des gaz à effet de serre aussi, puisque entre chaque transformation, chaque étape de la supply chain, de la chaîne de valeur, il y a du transport entre la matière première et l'arrivée à l'usine. Il y a au moins 5 ou 6 étapes, donc la filature, le tissage, etc. Ça, c'est énormément de gaz à effet de serre, et surtout le pétrole. Le pétrole, on dit qu'il faut décarboner. Si on porte sur notre dos des barils de pétrole en permanence, on ne voit pas comment on peut décarboner. Oui. Et on n'a pas forcément alors il y a une prise de conscience, c'est quand même assez évident, mais vous dites à un moment, la grande force de l'industrie textile, c'est de nous faire croire que ça ne coûte rien. On peut donc acheter sans se poser de questions. Et jeter ensuite. Et jeter ensuite, oui. Mais sauf qu'on ne jette pas forcément non plus, qu'on a des armoires pleines. J'ai lu, il y a plein de petites informations dans ce livre. Un tiers de son vestiaire. Ouais. Ça c'est tout niveau social confondu, qu'on ait peu de vêtements, on finit toujours par porter un tiers, le reste dort dans les placards. Oui. Ça c'est des études qu'on peut d'ailleurs ouvrir. On peut ouvrir son armoire et vérifier que c'est bien vrai. Ouais. On porte toujours la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous cette transformation, ce bouleversement, cette révolution qu'il y a eu avec ce qu'on appelle la fast fashion. La fast fashion, c'est la fin des années 90, je dirais.
Début 2000, là, c'est une explosion énorme de cette mode rapide, qu'on dit aussi prête à jeter, avec les grosses multinationales que l'on connaît. On va pas dire de nom. Plusieurs, Zara, H&M. Zara, H&M, ensuite Primark, ensuite on est passé à l'ultra fast fashion. Qui est Shein, comment on dit? Shein. Et Shein, aujourd'hui, ça va même au-delà que l'ultra fast fashion. C'est de la mode en temps réel. Real-time fashion. C'est-à-dire en temps réel, c'est-à-dire que pour fabriquer un vêtement et l'envoyer à la personne qui l'a commandé, il suffit de 3 jours. 3 jours, ce qui est absolument incroyable dans la chaîne de valeur de la mode. Ça veut dire qu'ils ont des stocks de tissus énormes dans leurs usines. Il faut travailler les gens en semi-esclavage, ça on le sait. Mais ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que ces vêtements finissent aussi par être toxiques. Et toxiques parce qu'ils ils sont fabriqués avec, notamment pour les teintures, du chrome, du cadmium, voire du cyanure. Oui, et puis ces vêtements qu'on jette, on se dit c'est bon, ça va être recyclé. Et là, vous expliquez, je vous vois lever les yeux au ciel, on commence là aussi à voir des images terribles de ces vêtements qui s'entassent en Afrique, dans les décharges. Et on donne en bonne conscience en se disant c'est des vêtements qui vont profiter aux gens démunis, sauf que c'est pas ça le circuit du recyclage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne donc aux associations qui vont écrémer, donc choisir la crème et le revendre dans les boutiques, ça c'est 1% de ce qu'on donne. Le reste part effectivement dans les grands centres de tri. En Europe, on en a plusieurs. Et les vêtements sont triés en fonction de leur possibilité de réutilisation. Mais le plus gros, c'est-à-dire les 2/3 et plus des 2/3 partent en Afrique pour l'Europe, au Chili pour les États-Unis, et se retrouvent dans des endroits, à ciel ouvert. Quand on sait qu'une robe en polyester met à peu près 200 ans à se dégrader. On imagine ces montagnes de vêtements. Comment ça fait quoi? Ça fait des dégâts environnementaux, bien sûr, et surtout on étouffe ces pays avec nos rejets, nos rebuts. Alors ça c'est intéressant. Camille, une fidèle auditrice, nous dit bonjour, perso, j'achète plus de 90% de mes vêtements, chaussures d'occasion, notamment sur Vinted ou autour de chez moi. Je vous assure, avec de la patience et de la curiosité, on trouve ce qu'on veut, voire des pépites. Bravo Camille, oui effectivement. Mais Vinted, pour citer cette plateforme, il y en a d'autres. Est un vrai phénomène. Moi, je vois, j'ai des enfants qui aujourd'hui, même pour les petits enfants, plutôt que d'acheter, achètent sur ces plateformes de revente. Alors ces plateformes de revente, évidemment, il faut faire attention à la pollution numérique parce qu'on met des photos, des photos. Au bout d'un moment, ça va faire des dégâts aussi. Il faut pas les utiliser comme j'achète, je revends sur Vinted. Il faut utiliser Vinted comme quelque chose avec un œil de curateur, c'est-à-dire de sélectionneur. Et il y a des filtres pour ça. Et vous pouvez trouver des vestiaires entiers maintenant qui datent des années 80, de gens qui revendent leurs vestiaires entiers. Et donc il y a des affaires à faire, effectivement, et des pépites à trouver. Et il y a quand même un changement, et le Covid a peut-être aussi changé. Moi, je vois autour de moi, c'est vraiment de l'expérience de gens qui ont peut-être pris conscience de cette frénésie d'achat qu'on pouvait avoir, et puis le télétravail, et puis il y a pas mal de choses qui ont changé. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, on est tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de trocs qui s'organisent aussi, de trocs de vêtements, parce que plutôt que de revendre sur Vinted, il vaut mieux peut-être faire un petit troc à la maison entre amis ou entre collègues de travail. Avec des possibilités extraordinaires. Mais on a surtout besoin de régulation. Ça, il faut pas l'oublier. Les Sauf lois que ça va pas dans ce sens-là. Quand on parle de cette ultra fast fashion, ça va pas dans ce sens-là. On est on n'est pas en tout cas dans l'industrie du textile. On a vraiment deux forces qui s'affrontent. Les gens qui veulent bien faire, les jeunes marques qui choisissent des textiles bio recyclés ou qui travaillent l'upcycling, et puis de l'autre côté ces mastodontes, et puis les jeunes générations qui sont entre les deux. Les jeunes générations, ils ont envie de à la fois la tentation ils ont besoin de vêtements, ils en ont besoin déjà parce qu'ils grandissent, ils changent, et donc c'est compliqué. Oui, c'est une dichotomie très compliquée. Mais est-ce qu'il y a du greenwashing? Alors, ce greenwashing, ça veut dire qu'on se sert de cet argument écologique pour vendre. Est-ce qu'il y a des arnaques aussi dans ce côté fabriqué?
qui est tissu en France, etc. Bah bien sûr, quand on voit les collections capsules des grandes marques de fast fashion qui disent ça représente quoi dans leur collection, peut-être 1%, 2 fois par an. Si c'est pas du greenwashing, je ne sais pas ce que c'est. Oui, absolument. Il y a effectivement aussi, c'est ce que vous dites, une manière de prendre. C'est le dernier chapitre, et moi dans tout ça, quand on ne savait pas ce qui se cachait derrière le petit top ou le nouveau jean qui va bien, et qu'on s'offre en un clic, on pouvait se contenter de profiter du choix, des prix, de la disponibilité. Mais aujourd'hui, on sait. Donc c'est peut-être ça aussi qui est en train de changer, mais votre livre est efficace dans ce sens, c'est que ça fait vraiment le tour de ce qui va pas, c'est l'état des lieux de ce qu'est aujourd'hui le monde, et c'est encore une fois vertigineux. J'emploie ce mot une seconde fois parce que on est assez effaré. Mais il y a des solutions à la fin. Oui, à la fin il y a des solutions. Donc comment faire comment s'habiller sans nuire au reste du monde, c'est possible. Vous donnez quelques conseils. Et puis c'est quoi l'appli Clean Fashion? Clean Fashion, c'est une application qu'on peut télécharger donc sur son téléphone et qui répertorie les marques à qui elle a au préalable posé des questions sur leur chaîne d'approvisionnement, la transparence de leur sourcing, et donc il y a, je crois qu'aujourd'hui ils sont à 300 marques. Oui, c'est une application qui ressemble, enfin qui est pas comme Yuka à 100%, mais qui peut donner des indications, de transparence en tout cas. Alors comment on fait si on veut s'habiller sans nuire au reste du monde, c'est-à-dire en respectant la dignité de ces personnes? Il y a un reportage aussi qui est passé hier dans 7/8 que vous pouvez voir sur cette marque d'ultra fashion avec Chine, avec des employés qui témoignent des horaires qu'elles font, du salaire qu'elles gagnent, et elles ont un jour de congé dans le mois, et elles travaillent pratiquement plus que ça, elles font des heures sup pour gagner de l'argent. C'est à la limite de l'esclavage, c'est toute la pollution, c'est le pillage aussi intellectuel de petits créateurs que ces gens-là repèrent. Comment on fait alors pour s'habiller en respectant Alors on a assez produit de vêtements pour habiller la planète jusqu'en 2100, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, eh bien, le vêtement le plus écologique, il est déjà dans votre placard, comme dit Orsola De Castro, notre fondatrice pour Fashion Revolution. Et donc, si on n'a plus envie ou si on a des problèmes de taille avec les vêtements qu'on possède déjà, échangeons autour de nous, faisons du troc. Oui, mais vous parlez aussi de cette injonction qu'il y a de la mode, de cette pression. Tu veux cette pièce, achète-la tout de suite, la semaine prochaine, ce sera trop tard. Et puis il y a aussi les corps féminins sous injonction. Donc il y a tout ça. Il y a l'achat plaisir aussi qu'on peut pas. C'est l'achat plaisir, bien sûr, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on n'est pas un peu tiré par la main par notre triatome qui a besoin tout le temps de récompenses Oui, c'est ça, c'est le triatome que vous évoquez. Le shoot de récompense qui dure 10 secondes. Quand on a rangé sa carte bleue, en général, c'est fini. Et faire le tri dans ses placards. Faire le tri, mais ça, tout le monde l'a fait pendant le premier confinement. Oui, on l'a fait, effectivement. Le jean est le vêtement le plus porté dans le monde. Vous racontez l'histoire du jean. Je pense que tout le monde a un jean, au moins. Oui, le jean, et puis la manière dont... Vous parlez aussi des animaux, de la souffrance animale. On n'en a pas parlé, sur la laine, la façon dont cette laine est récoltée de façon extrêmement violente. L'industrie de la mode, ça touche absolument tous les problèmes secteurs, sociétaux, tous les problèmes environnementaux et tous les problèmes économiques. C'est bien pour ça que c'est important de se pencher dessus. Mais on peut parler de compulsion aujourd'hui quand on parle des achats de mode et de ces collections qui se renouvellent. Et il n'y a pas que la fast fashion, parce qu'on voit, moi j'ai des amis journalistes mode qui me racontent sur les marques de luxe qu'il y a les collections croisières, les collections mi-saison, les collections, donc elles sont sans arrêt en train de se renouveler. Ouais. Alors est-ce que le luxe est différent? Alors dans les marques de luxe, c'est plutôt 4 collections par an. Une par saison. Par saison, oui. Dans les marques de fast fashion, c'est 52 à 60 collections par an. Toutes les semaines, il y a une nouveauté qui arrive. Ouais. Ça, c'est Donc on solde une partie de la collection et on propose des nouveautés à des prix
Ouais. Ça, c'est partout dans toutes les grandes marques. Hein. Enfin, quand je dis grandes marques, je ne parle pas de grandes au niveau luxueuses et oui, bien sûr. Mais est-ce qu'elles sont vraiment, parce qu'elles communiquent elles aussi, ces grandes marques de luxe, sur le côté équitable, le côté, oui, vous dites c'est encore un peu opaque, hein, c'est ce que ça devrait être les porte-drapeaux d'une mode plus responsable, hein, pour la qualité, pour la qualité des produits, la qualité de la façon dont les artisans construisent un sac de luxe, par exemple. Ouais. Mais au final, vous évoquez et aussi quand même, moi je trouve qu'il y a cette espèce d'ambivalence de se dire oui, c'est facile d'aller chez Zara, H&M ou autre acheter, mais il y a quand même une prise de conscience, et vous évoquez aussi le contre Black Friday, où c'est vraiment la journée qui est faite pour nous inciter à acheter, et donc il y a un Green Friday qui est en train de se mettre en place. Oui, depuis plusieurs années en France, des marques éthiques se sont mises ensemble, pour proposer un Green Friday. Donc en général, il n'y a pas de solde à ce moment-là, et soit les prix sont les 10% des prix sont restés à des assos, pour faire prendre conscience. Il y en a même qui se ferment leur site internet ce jour-là. C'est assez radical. Vous êtes optimiste ou pas? Non. Mais je suis heureusement de caractère optimiste. Mais globalement, globalement, on a vraiment de gros efforts à faire, déjà pour contrer la surproduction, contrer la surconsommation, informer le grand public, informer les politiques aussi, et demander des lois. Ouais. Vous dites, nous achetons de plus en plus de vêtements, nos armoires débordent alors que nous ne portons qu'un tiers de notre vestiaire. Nous sommes affamés de nouveautés, de styles, de fringues sur Internet. Nous n'avons jamais autocommandé. Et c'est vrai qu'Internet, ça a été aussi un accélérateur de cette frénésie. Et vous dites, nous jetons nos fringues à la même vitesse que nous les achetons. C'est dingue, ça. Ouais. C'est une prise de conscience qui est indispensable, je pense, pour chacun d'entre nous. On est tous, je pense, quand même un peu conscients aujourd'hui, grâce à des gens comme vous, grâce à des je dis à des gens comme vous, pas qu'à nous, mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a quelque chose de totalement frénétique. Frénétique, c'est ça, c'est de l'addiction en fait. Oui, c'est de l'addiction. C'est comme pour le sucre, c'est comme pour la drogue, c'est comme pour plein de choses. C'est une addiction aux vêtements et au renouvellement des garde-robes. Le basculement, il s'est fait quand? Avec l'apparition de ces nouveaux tissus, c'est ça, avec le polyester, ça a été la baisse des prix et la fabrication, c'est quoi le basculement? Il y a plusieurs étapes. Je pense que le premier basculement, c'est les années 60, avec une mode plus accessible, le prêt-à-porter qui est arrivé, et donc qui a permis aux gens de changer, de renouveler leur vestiaire. Et puis après, à la fin des années 80, les années 90, l'arrivée de la fast fashion, ça a changé la façon de consommer. Oui, bien sûr. Fast fashion, fake or not, c'est dans cette très bonne collection chez Tana Édition. Si vous voulez tout savoir de cette industrie de la mode, de nos comportements, de ces chiffres absolument hallucinants. La mode, c'est avant tout l'obsolescence programmée du textile qui pousse à acheter de nouvelles fringues en permanence. Quand on parle d'obsolescence programmée, c'est exactement ça qui se passe avec la mode. Je vous conseille vraiment ce livre. Merci Catherine Doriac d'être venue. Et puis donc cette semaine, c'est la Fashion Révolution Week. Fashion, et comment on peut participer? Alors, il faut aller sur notre compte Instagram, Fashreve Week, Fashreve France. D'accord. Et là, vous avez tout le programme à Paris et dans les villes d'Angers, Marseille, Lyon. Moi, je dis que je vais être optimiste avec vous parce que je vois des jeunes qui sont quand même conscients de tout ça et qui vont peut-être aujourd'hui réfléchir. Changer la donne parce que, on l'a dit, le climat, la pollution, les animaux, le droit des animaux, l'esclavage humain, la traite humaine. C'est ce qui se passe en Asie aujourd'hui, en Chine en particulier. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous en direct jusqu'à midi.